Bonjour, et donc on va effectivement parler d'un sujet qui est d'une chaleur intense en ce moment. Patrice Geoffron me disait tout à l'heure qu'il s'était levé à 2 heures du matin ou minuit, je ne sais plus, pour écouter, 3 heures du matin, pour écouter Donald Trump mettre à nouveau le feu au marché, hein, en quelque sorte, puisque chaque fois qu'il parle, ça part dans un sens ou dans un autre. Et donc, on est effectivement dans une actualité brûlante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 20% de la production pétrolière mondiale est en cale sèche, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus, ou très peu, sortir du désormais célèbre détroit d'Ormuz qui sépare les pays du Golfe de l'Iran. Alors, la guerre va-t-elle durer longtemps? Avec quelles conséquences? Trump a parlé 20 minutes. Mercredi soir, l'effet, c'est que le baril de pétrole s'est envolé à presque $110. Alors, pour comprendre ce qui se passe, et puis les conséquences, et puis aller un peu, quand même, je vous propose d'aller un peu au-delà des micro-trottoirs aux pompes à essence qu'on voit souvent aux journaux télévisés, et puis d'essayer de comprendre à la fois les conséquences et les enjeux à court terme et à long terme de ce qui est en train de se passer et qui nous renvoie quand même aux heures sombres et compliquées des années 70, où les chocs pétroliers avaient finalement quand même redessiné toute l'économie mondiale pour plusieurs décennies. Alors, nous avons la chance d'avoir deux experts. Donc, Anne-Sophie Elsif, vous êtes professeure d'économie à Paris 1, vous êtes aussi chef économiste de BDO France, un bureau qui fait justement des études sur ce genre de sujet pour ses clients. Et puis Patrice Geoffron, vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine PSL et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Alors, peut-être on va commencer cette discussion, puis après, je tiens à préciser qu'on va essayer de faire circuler un micro, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, les conséquences à court terme, évidemment, la première, j'en parlais en parlant de la pompe à essence, mais c'est la hausse du prix des carburants. Alors, la première question à mes deux invités, c'est jusqu'où et finalement quels sont les secteurs les plus touchés en dehors évidemment des automobilistes. Alors, Anne-Sophie. Alors, en effet, pas mal de secteurs sont touchés, on va dire l'industrie manufacturière en général. Les secteurs qui sont très touchés, c'est en effet tout ce qui est transport, véhicules lourds, logistique. Donc là, on a vraiment un impact important avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et puis, on a l'industrie, on va dire, plus traditionnelle, la métallurgie, la chimie, la pharmacie, puisqu'en effet, il y a besoin d'énergie pour produire. Et puis, il y a l'acheminement qui, bien évidemment, coûte plus cher. Donc, on va dire qu'on a vraiment l'industrie manufacturière classique et les transports qui, et c'est ça qui est assez intéressant, avant cette crise-là, il faut quand même rappeler le contexte, on était quand même dans une situation d'inflation excessivement faible et on parlait même l'année dernière de risque de déflation. Alors c'est vrai que l'actualité en chasse une, on a oublié ça en quelques semaines, mais c'était ça le risque. L'année dernière, 1% d'inflation en France, on avait un des taux d'inflation les plus bas de la zone euro. Avant la crise, on avait une prévision de 1,3, donc bien en dessous des fameux 2% de la Banque centrale européenne. Et là, même dans les prévisions, on va dire, le scénario dure jusqu'en avril, on est à 1,8, 1,9. Et puis, si ça dure plus longtemps, 3, 3,5. Finalement, on est un peu au niveau qu'on aurait aux États-Unis. Donc, on était vraiment dans une situation où l'inflation était vraiment jugulée. Et dans la contribution vraiment à l'inflation, on était vraiment en ralentissement sur l'énergie et les denrées alimentaires. Et ça profitait beaucoup, bien sûr, à l'industrie après les hausses que le secteur avait prises suite à la crise russe, eh bien, d'avoir des marges qui se reconstituent pour pouvoir de nouveau exporter, sachant qu'il y a eu l'année dernière quand même la crise des droits de douane. Donc c'était un petit peu un souffle. Et là, ce qui est compliqué, c'est qu'en effet, on revient sur un choc inflationniste dans un contexte où on a eu déjà 2022 et les droits de douane.
Alors, vous disiez dans les secteurs, effectivement, alors, on pense bien sûr au transport, mais vous me disiez à l'instant que, par exemple, le secteur pharmaceutique, on n'y pense pas tout à fait naturellement, était extrêmement concerné aussi par une hausse des Voilà, prix des l'agroalimentaire, combustibles. tout à fait, parce qu'il y a vraiment le coût de transport, donc là qui est quand même assez important, et puis aussi de la production. Et là, on voit qu'en termes d'énergie, hein, et bon, ce sera aussi l'agroalimentaire, parce qu'il y a tout ce qui est plastique, ce sont des industries qui vont être vraiment très touchées. Alors après, on dit oui, il y a eu de la décarbonisation, et c'est vrai, hein, il y a vraiment eu depuis 10 ans des efforts, et il y a vraiment ce plan de se décarboner, mais bien sûr, ça prend du temps. Là, ce qui était aussi assez intéressant, c'est que cette année, on avait de nouveau une contribution positive en termes de croissance de l'investissement des entreprises. Et justement, on réinvestissait au niveau des entreprises dans cette transition, hein, alors qu'on se souvient, on n'avait pas de budget pendant des mois. Donc là, il y avait de nouveau un élan et une vision. Et la peur aussi, hein, comme en Europe, on a moins de croissance structurellement qu'aux États-Unis, c'est que ce soit encore une fois l'investissement qui soit mis de côté au profit de la consommation et d'essayer de faire face à ce choc énergétique. Alors, on va voir effectivement après les effets sur le long terme, mais Patrice Geoffron, finalement, un baril de pétrole à 108 dollars, ça s'est déjà vu, c'est pas si considérable que ça. Il y a eu des épisodes beaucoup plus violents. Donc, en quoi est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment grave? Alors c'est grave au regard de l'incertitude et au regard de ce que nous a dit cette nuit Trump, qui nous a pas beaucoup éclairé. Donc je me suis levé à peu près pour rien à 3 heures du mat. Voilà. Et c'est grave parce que, voilà, très directement pour les professions concernées, cette variation, même si elle ne conduit pas à des niveaux extraordinairement élevés, on les a connus à différents moments et à des niveaux plus élevés encore en 2008. Le prix du baril était à peu près à 150. Donc là, on n'est pas à des extrêmes, mais de fait, la variation est une variation qui est assez violente et on découvre, ça n'est pas une grande surprise, qu'on n'a plus un rond pour y faire face par des mesures de politique publique qui ressemblent à ce qui avait été mis en œuvre en 2022. En 2022, vous vous en souvenez, à la maison, le prix de l'électricité avait été gelé, le prix du gaz aussi, et puis l'intervention avait été particulièrement massive à la pompe, moins 30 centimes. D'ailleurs, la Cour des comptes nous dit que ça a coûté 8 milliards. Ça, on n'a plus les moyens de le faire, et donc on voit des pressions, évidemment, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des transports. Et au-delà des grands secteurs industriels, on voit, et c'est tout à fait légitime, les infirmiers, infirmières qui vont se déplacer et qui disent que, de fait, tout ça n'est plus soutenable économiquement. Et donc la question qui se pose, c'est combien de temps est-ce qu'on va rester dans la bande de 95 à 110 dans laquelle nous maintient Donald au gré de ses déclarations? Est-ce qu'au terme des 2-3 semaines qu'il nous a annoncé, ça va s'apaiser? À ce moment-là, il y a de bonnes raisons d'imaginer que progressivement, durant l'année, on revienne, disons, sous les 80. Donc on sera au-delà de ce qui était envisagé. Les prix auraient dû se trouver, sans ce choc, quelque part aux alentours de 60-65 dollars le baril. Donc il y aura encore un surcoût, mais de fait, on sera descendu. Mais l'autre éventualité, c'est qu'il y ait plutôt une escalade dans le conflit. Ça fait partie tout de même des 2-3 choses qu'il a pu évoquer cette nuit et qu'il a répété, notamment d'aller frapper les infrastructures électriques, ce qui serait une escalade et une montée en intensité, d'ailleurs en totale violation du droit de la guerre, qui interdit théoriquement, en tout cas juridiquement, de faire ce genre de choses. Et à ce moment-là, eh bien, la crainte, ce serait que la réponse iranienne consiste à frapper encore plus directement et plus durement d'autres types d'infrastructures pétro-gazières. Il y en a une quarantaine à l'heure actuelle, un peu plus sans doute, qui ont d'ores et déjà été frappées dans la zone, dans une dizaine de pays au total, sans compter les usines de désalinisation, les data centers et toute une série d'infrastructures. Et donc, si ça devait monter en intensité, on ne peut pas non plus exclure, alors on n'est pas là uniquement pour se faire peur et de toute façon, on a rendez-vous ensuite pour boire un verre, si j'ai bien compris. Donc, ça se terminera bien en toute hypothèse. Mais il y a un autre risque qui est mis en avant par la haute hiérarchie militaire iranienne, et on les a tous vus, de dire attention, ça peut monter à 150 à 200. Et là, c'est un scénario d'escalade dans lequel le détroit serait miné. Et ça a été dit au début, pour l'essentiel à l'heure actuelle, le pétrole est coincé.
Sur les 20 millions de barils qui transitaient quotidiennement, il y en a 6 à 7 qui parviennent à sortir de différentes manières, notamment parce que on connaît tous la géographie de la zone maintenant, et donc on sait qu'il y a un pipeline qui traverse l'Arabie Saoudite d'est en ouest, mais à l'ouest débouche dans la mer Rouge. Oui. Et dans la mer Rouge, il y a les Houthis. Ou les attentes des Houthis, voilà. Il y a d'autres types de... Voilà. Donc, moi, ce qui me paraît le plus plausible, notamment parce que les Américains n'ont pas les moyens économiques de faire une guerre longue. Enfin, ce que je dis là est un peu paradoxal parce que c'est la première économie du monde, la première armée du monde, le premier pays pétro-gazier du monde, mais au moment où nous parlons, le prix à la pompe, il est monté déjà de 25%. C'est la saison, la driving season, la saison durant laquelle les ménages américains se déplacent le plus, et c'est la pire des choses qui puisse arriver en année électorale. Donc il faut pouvoir sortir de cette guerre qui ne sera pas un bourbier au sens où le Vietnam ou l'Irak ont pu en être, mais qui est un piège économique, et les Iraniens le savent bien et veulent maintenir la tension. Alors dites-moi, pourquoi le prix à la pompe augmente de 25% aux États-Unis alors que Donald Trump nous dit qu'ils n'ont pas besoin du pétrole du Golfe, et uniquement de 15% en France, par exemple? Alors ça, c'est l'émerveillement, c'est que lorsqu'on met beaucoup de taxes, il y a une partie de ces taxes qui amortissent ce phénomène. Et en fait, dans beaucoup d'États aux États-Unis, il y a très peu de taxes, et donc il y a une corrélation directe entre le prix du baril et le prix à la pompe. Et puis par ailleurs, la question essentielle, c'est pourquoi est-ce que ce premier producteur mondial finalement est aussi fragile? Il est aussi fragile parce qu'on est dans un monde globalisé dans lequel l'offre et la demande sur le pétrole, également sur le gaz, on en parlera peut-être un peu plus loin, fait qu'aux États-Unis, on n'est pas immunisé, tout en étant le pays qui est un pays qui se prétend dominant énergétiquement. C'est le titre d'ailleurs de la politique énergétique américaine. Depuis février 2025, il y a un Conseil national de la domination énergétique dans lequel il y a le secrétaire à l'énergie, ça c'est logique, le secrétaire à la défense, là c'est déjà un peu plus étrange, le secrétaire à l'intérieur, et c'est un outil de domination mondiale. Voilà ce que sont les États-Unis. Et bien en dépit de tout ça, le prix du gaz a monté, en 2025 le prix de l'électricité a monté sous la pression de l'IA, et le prix à la pompe est en train de monter, et ça c'est un grand danger pour Trump. J'en finis là parce que son électorat va lui dire « tu nous avais promis l'America First », on comprend plus très bien, et puis surtout tu nous as dit Donald que nous étions un pays dominant énergétiquement, et donc pourquoi est-ce que les prix des énergies montent à ce point? Alors, parce que moi, j'avais vu qu'il y avait aussi un problème qui faisait qu'aux États-Unis, on importe pas mal de pétrole parce que finalement, celui du Texas, il ne va pas abreuver New York. C'est vrai? Oui. Alors, on ne va pas entrer dans toutes les considérations qui sont dans ces arcanes, mais de fait, on parle de marché pétrolier comme s'il s'agissait d'une matière première homogène. Ça n'est pas le cas. Donc, le pétrole de la mer du Nord ou le pétrole d'Arabie Saoudite ou celui du Venezuela ou celui de différents endroits aux États-Unis n'a pas la même qualité. Et donc, les Américains sont structurellement exportateurs, mais de fait, il y a des flux entrants et sortants, y compris avec le Canada, par exemple. Voilà. Donc, la notion d'autonomie n'a absolument aucun sens, c'est une vue de l'esprit. Et de toute façon, le problème, c'est que même si les Américains n'avaient pas besoin d'importer, à partir du moment où le prix mondial augmente, eh bien, les producteurs américains peuvent avoir intérêt à vendre en Europe ou ailleurs leurs matières premières plutôt que de la consommer localement. Oui. Alors Anne-Sophie, on parlait des taxes sur l'essence. Est-ce qu'il faut les baisser? Est-ce que le gouvernement... on a bien compris que Sébastien Lecornu est assez prudent sur le sujet. Alors il a promis des aides ciblées, comme ça, sans trop préciser. Quelle est sa marge de manœuvre? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour faire baisser le prix? Alors je pense que ça dépendra toujours en fonction de comment le conflit évolue. Moi je pense qu'il ne faut pas baisser les taxes. Alors pourquoi? Parce que comme on l'a dit, on a 5,1% de déficit l'année dernière. Je rappelle que c'est vrai qu'on devait avoir plus, 5,3, 5,4. On a 5,1. Il n'y a pas de cagnotte. Quand on a 5% de déficit,
on n'a pas de cagnotte. C'est genre qu'au lieu d'être dans le rouge-rouge, on est dans le rouge, mais il n'y a pas de cagnotte. Donc ça, il faut quand même bien spécifier ce terme, parce que je l'entends en disant on va utiliser la cagnotte pour financer des choses, etc. Non, quand vous avez 5% de déficit, il n'y a aucune cagnotte. Et ces 5% de déficit, il faut le rappeler, après ce qui s'est passé sur le budget, aujourd'hui on emprunte plus sur les marchés, le taux de 10 ans français continue de croître, et donc au lieu de payer 30 milliards de charges à la dette en 2020, on est aujourd'hui à 60 milliards. Donc on est très 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 loin de la cagnotte. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, pourquoi je pense qu'il ne faut pas baisser ces taxes, c'est parce que c'est peu efficient économiquement. Quand vous allez à la pompe chercher de l'essence, quelles que soient vos retenues, que vous gagnez 1 000 € ou 20 000 € par mois, vous allez avoir la même ristourne. Et quand le gouvernement l'a fait précédemment, puisqu'on voit qu'on a un peu tendance à répéter les mêmes erreurs, on a fait ça, on l'a dit, Patrice l'a dit, 8 milliards de coûts, donc c'est quand même assez considérable. Et ça s'est traduit par quoi ? On l'a vu avec la crise du budget. Alors bien évidemment, quand vous avez un revenu, on va dire en dessous ou juste à un SMIC, cet argent-là a été consommé. Donc ça, c'est bien, c'est de la consommation, et donc dans notre contribution à la croissance, ça crée du PIB. Par contre, dès que vous êtes au-dessus, c'est de l'épargne. Et donc, le fait d'avoir eu un quoi qu'il en coûte massif, ça a globalement conduit à une explosion du taux d'épargne. 18% aujourd'hui, on a à peu près 3 000 milliards de dettes, 6 000 milliards d'épargne, le double. Et donc, on arrive à une situation où l'État, comme on est très endetté et qu'on n'a pas de cagnotte, on va sur les marchés financiers qui nous prêtent beaucoup plus cher, charge de la dette à 60 milliards, et cet argent, on le redistribue à des ménages qui vont l'épargner. Voilà. Donc en termes d'efficience économique, je pense que c'est catastrophique. Qui en échange paieront des impôts. C'est pour ça que je le déconseille. Je pense qu'en effet, ce qu'il faut faire, c'est des charges ciblées en fonction du revenu. On l'a vu à la fin du quoi qu'il en coûte, quand c'était trop cher, on a commencé à cibler les aides. Et pourquoi là, c'est bien ? Parce qu'en effet, plus votre revenu est faible et que vous n'avez pas une diversification de revenus, c'est-à-dire de foncier ou de revenus de capital, vous n'avez que votre revenu. Là, en effet, dès que vous avez une explosion de l'alimentaire et de l'énergie, vous perdez fortement en pouvoir d'achat. Or, si vous aidez ces ménages, tout de suite, ça se transforme en consommation, donc en croissance. Donc, ce n'est pas du tout perdu. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller plus sur ce genre de politique, résister à la tentation, pas de cagnotte et en effet, pas de baisse des charges. Voilà. La cagnotte, c'est une vieille histoire française. Il y en a eu à chaque fois. Et oui, il y en avait des vrais, mais là, à 5% de déficit, il y en a. Oui. Bon, dites-moi, Patrice, est-ce que la dépendance énergétique, parce que c'est quand même pas le premier choc pétrolier, on l'a rappelé, donc est-ce que la dépendance énergétique de l'Europe est moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, et comment ça évolue ? Alors ça dépend... Je parle de dépendance aux énergies fossiles. Oui, tout à fait. Ça dépend quand se situe hier. On va regarder avant-hier, c'est-à-dire dans les années 70, et là il y avait une dépendance qui était très élevée, notamment parce que c'est une époque durant laquelle, et ça n'est plus le cas désormais, on utilisait du fuel, donc du pétrole, pour produire de l'électricité assez massivement. Depuis, il y a une diversification de différentes manières, le nucléaire pour nous, par exemple, et des renouvelables et du gaz, et donc de sorte qu'il y a une plus grande diversité que ça n'était le cas à l'époque. Mais entre-temps, les ressources autochtones, c'est-à-dire celles qu'on extrait de chez nous en Europe, par exemple de la mer du Nord, ou des Pays-Bas, ou pour ce qui est du gaz en France, on se souvient qu'il y avait des gisements massifs, un gisement massif à Lac, dans le sud-ouest de la France, qui a fermé précisément au mois de novembre 2013, eh bien, il y a une attrition de ces ressources. Et la situation aujourd'hui, c'est qu'en Europe, on importe le pétrole à 95% et le gaz à 90%. Et est-ce que les combustibles fossiles, donc le pétrole et le gaz, représentent à peu près le même pourcentage dans la balance énergétique de... Alors à nouveau, c'est un peu difficile de comparer avec cette époque, mais en tout cas, évidemment, suffisamment pour faire des dégâts. Un des pays les plus avancés en termes de réduction dans ce domaine s'appelle la France. Mais moins de 70% de nos besoins, moins de 30% de nos besoins sont couverts par de l'électricité.
Voilà. Et tout le reste, et notamment pour ce qui est de la mobilité, c'est du pétrole ou c'est du Quand gaz. c'est pas de l'électricité, c'est du fossile. Voilà, exactement. Notre électricité, on a la chance qu'elle soit, y compris au moment où nous parlons, décarbonée à peu près à 95%. C'est plutôt une exception en Europe. Enfin, il faut aller chercher les pays scandinaves pour avoir des pays qui se comparent. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment électrifiés. D'ailleurs, c'est ce que nous a annoncé au milieu de la nuit d'avant Trump, notre Premier ministre. Il a fait un communiqué. Alors cette fois, je ne me suis pas réveillé. Alors non pas parce que j'avais pas envie j'accorde moins d'importance à notre Premier ministre, mais parce que c'est apparu une dépêche AFP au milieu de la nuit en annonçant que un plan d'électrification allait être dévoilé prochainement et que des éventuels excédents, la cagnotte allait être partagée. Alors ce qui a été totalement maladroit, évidemment, parce que ça a accrédité l'idée et les différentes qu'il y avait des excédents. Qu'il y avait des excédents. Alors ça n'a absolument pas de sens, pas uniquement pour les raisons que tu as dites. Évidemment, quand on est en déficit structurel depuis des décennies, c'est compliqué de dire qu'il y a des cagnottes. Mais par ailleurs, très concrètement, il est faux de dire que l'État s'enrichit lorsqu'il y a ce type de choc. Bon, déjà, on en a eu beaucoup de ces chocs. En 2018, ce qui a donné lieu à la crise des Gilets jaunes, c'est un doublement du prix du baril. Et puis en 2022, et puis maintenant. Et donc, si nous nous enrichissions, si l'État s'enrichissait au travers de ces chocs, on le saurait. Et on ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Mais si on entre un peu dans les calculs qui se cachent derrière un litre de diesel ou un litre d'essence, donc vous avez 3 composantes essentielles. Donc c'est de la matière première qu'il faut transformer. Une deuxième composante, c'est que vous avez à peu près 50 centimes de taxes qui sont des taxes fixes. Et puis là-dessus s'ajoute une TVA. Alors la TVA, c'est un truc qui est totalement idiot. Parce que lorsque le prix du baril augmente ou lorsque les coûts de raffinage augmentent, évidemment, à la fin, vous avez 20%. Et ce 20%, ça amplifie. Mais ce qui va contrarier tout ça, c'est comme il y aura moins de pétrole, de consommation à la pompe, et bien les 50% là, qui sont directement proportionnels au nombre de litres, eh bien, il y en aura moins. Mais surtout, le problème, et Anne-Sophie, tu auras sans doute des choses à nous dire à cet égard, c'est que si cette crise se poursuit, eh bien, on va perdre 1/10 de point de croissance, 2/10 ou 3/10, etc. Et tout ça, évidemment, c'est moins de TVA, moins d'impôts sur les sociétés, moins d'impôts sur le revenu. Donc il est évident que budgétairement, tout ça n'est pas une bonne nouvelle. Peut-être dernier point sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu as dit à peu près ce qu'il ne faut pas faire, clairement, c'est-à-dire des mesures transversales telles qu'on a pu le faire en 2000. L'arrosage type Covid. L'arrosage, pour les effets d'aubaine que tu as évoqués, tout le monde en bénéficie, etc., etc. Donc il faut parvenir à cibler. Mais imaginons ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui avec les 8 milliards, d'après le calcul de la Cour des comptes, qu'on a foutu en l'air, c'est le mot, hein, vraiment, en 2022. Donc les 30 centimes de ristourne, in fine, lorsqu'on a fait le bilan, ça a coûté 8 milliards. Ça a duré combien de temps cette ristourne? Il y a eu 30 centimes et ensuite il y a eu 18 centimes. Voilà. Et puis on a demandé à M. Pouyanné, le patron de Total, de faire des efforts, etc. Il y a des tas de trucs, mais en tout cas, c'est 8 milliards d'argent public. Avec 8 milliards d'argent public, écoutez bien, on aurait pu donner un super bonus électrique à 1 million de ménages. Un super bonus de 8 000 euros. On aurait pu donner ce même super bonus pour des pompes à chaleur. Ou alors on aurait pu donner des véhicules électriques gratuits, à peu près à hauteur de 30 000 euros, à plusieurs centaines de milliers de soignants qui aujourd'hui sont dans la difficulté parce que leur capacité à aller notamment en milieu rural auprès de leurs patients et de leurs patientes est liée au prix du pétrole. On aurait pu leur donner des véhicules neufs pour plusieurs centaines de milliers d'entre eux. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne peut plus le faire, donc tout ça est un rêve un peu a posteriori, mais il me semble qu'il est important, surtout dans la CITECO, de rappeler la portée des choix qu'on a pu faire, malencontreux, notamment pour ne pas les reproduire. Voilà, alors ça c'était effectivement pour l'aspect plutôt très court terme, pour ne pas dire un peu démagogique, qui effectivement, parce qu'on revoit aujourd'hui les partis politiques, un certain nombre de partis politiques qui enfournent à nouveau cette suggestion. On se souvenait que certains voulaient baisser la TVA. Alors maintenant, on va essayer
de dézoomer un petit peu et d'aller sur les conséquences à moyen terme, on va dire. Et donc, vous en avez déjà parlé. Alors, est-ce qu'on peut craindre, Anne-Sophie, le retour de l'inflation comme en 2022 ou c'est différent? Alors oui, on peut avoir le retour de l'inflation comme en 2022 si en effet, on l'a dit, le conflit se poursuit, devient global et où le Détroit est bloqué sur le moyen long terme. Donc ça, c'est tout à fait possible de revenir dans ces scénarios. La Banque centrale européenne a republié des scénarios, dont un scénario noir, on pourrait aller jusqu'à 4,5% d'inflation. Donc c'est tout à fait possible. Ce qui, pour compléter là ce qu'on vient de dire, je pense que c'est vraiment très important ce que tu as dit sur ces fameux 8 milliards et sur la projection. Pourquoi? Parce qu'en même temps, en Europe, on a un débat sur la compétitivité de l'industrie européenne et sur la préférence et la souveraineté européenne. Ça ne vous a pas échappé. Mais on traite ces termes en CEO. Là, on a une crise énergétique mondiale avec un retour de l'inflation, hein, la question que tu as très bien posée, et on ne lie pas les deux. On ne lie pas les deux. Qu'est-ce qui se passe? On dit toujours la voiture électrique, c'est plus cher. Depuis 5 ans, surtout l'année dernière, on a une explosion des voitures électriques, notamment européennes, en termes d'offres. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup plus de choix. Forcément, si on met en place ce genre de politique d'équipement, vous allez avoir des volumes d'achat de voitures électriques qui vont être beaucoup plus importants. Et qui pourra en profiter? Quel secteur automobile en Europe pourra en profiter, qui est attaqué de toutes parts de la concurrence asiatique? Peut-être le secteur automobile, qui représente juste 14 millions d'emplois en Europe. Donc, on voit que ce qui est très étonnant avec ces crises, c'est que ces crises énergétiques, risque d'inflation, chèque court-termiste, et on ne le lie pas du tout à la situation de la zone euro et des problématiques qu'on en a en général. Et c'est vrai que ce soit les États-Unis ou la Chine, ont beaucoup plus cette vision de planification et de vision globale. Et en effet, de se dire, voilà, on pourrait avoir un plan sur 10 ans d'électrification, comme tu l'as très justement dit, avec des pompes à chaleur françaises, européennes et des véhicules électriques français, européens. Il y en a foison. On aura en effet cette aide, donc vous créez un véritable marché. Forcément, vous avez un marché en termes de masse, donc vous avez une baisse des prix, vous avez un marché de l'occasion qui se crée, et vous avez une protection, parce que c'est justement électrique et qu'on a la chance d'avoir cet or vert en France, eh bien, d'avoir un coût de l'énergie et une électrification qui croît. Et donc, on est protégé de ce choc inflationniste. Et c'est assez intéressant de voir que dans les débats, on lit très peu ces questions, la souveraineté, la préférence européenne, des problématiques de compétitivité avec la Chine, surtout sur ces problématiques d'industrie, et la transition écologique, alors que c'est entièrement lié. Alors, on va revenir sur la transition écologique, évidemment, un sujet majeur. Juste sur ma question sur les conséquences un peu macroéconomiques, on parle de l'inflation, puis on sait bien que derrière l'inflation, il y a un truc qu'on n'aime pas beaucoup qui s'appelle la hausse des taux, et qui ne touche pas seulement l'État quand il emprunte de l'argent, mais nous tous quand on essaye d'acheter une maison, par exemple, ou une voiture, ou autre chose, enfin surtout sur l'immobilier. Alors, est-ce qu'il faut craindre une hausse des taux importante? Est-ce que dans les projections que vous faites, vous, pour vos clients, est-ce que vous dites, attention, parce que là, pour les investissements, ça va être compliqué? Alors justement, le grand problème de ce choc énergétique, c'est vraiment le cauchemar pour les banquiers centraux. Pourquoi? Parce que vous allez augmenter les taux. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un choc justement sur le coût du crédit pour les entreprises, pour les particuliers. Et donc, vous allez avoir un choc sur la demande. Alors que votre énergie va continuer de coûter très cher puisque vous l'importez. Donc en fait, c'est très peu efficace et par contre, ça peut être récessif parce que quand vous augmentez le coût du crédit, donc du financement de l'économie, forcément, ça a un impact sur l'investissement et sur la consommation. Donc pour les banquiers centraux, c'est vraiment catastrophique ce type de situation parce que tout de suite, il y a une pression sur les taux alors que c'est très peu efficace. Donc c'est pour ça qu'on voit que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a vraiment une prudence de voir comment va évoluer le conflit avant de déguiner l'aspect taux. Donc nous, c'est vrai que pour l'instant, on pense qu'on est vraiment dans une situation attentiste, notamment cette année, et d'autant plus parce que cette crise, notamment en Europe, est arrivée dans un contexte où l'inflation était jugulée et était faible. Oui. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Même là, aujourd'hui, au moment où on se parle, dans le scénario un peu noir, si le conflit arrive à s'arrêter, on est à 1,9, 2% d'inflation. Donc on reste autour de la cible des 2%.
On n'est pas dans le 6-7 qu'on a pu connaître. Si par contre ça dérape, là on sera dans le 6-7. Donc là, pour les banques centrales, après avoir augmenté, il faut voir, de la crise de la Russie, c'était 10 hausses en moins de 2 ans, avec le secteur qu'on a le plus en effet subi les conséquences, c'est le secteur de la construction et de l'immobilier. Complètement, avec baisse des mises en chantier, baisse de la construction. On a un baromètre comme ça qui s'appelle Euroconstruct, et on regarde partout la construction en Europe, catastrophique. Donc c'est vraiment des secteurs qui vont en effet énormément souffrir. On est dans une position attentiste parce qu'on sait que c'est très peu efficace en fait ce type de mesure. Donc moi je pense qu'en effet on attend de voir quel scénario on va avoir et on va utiliser l'arme monétaire, je pense, en dernier quand on sera poussé à le faire. Parce que ce qui a fait peur aux banquiers centraux, qui fait toujours peur aux banquiers centraux, c'est en fait, il faut le dire, c'est les hausses de salaire. C'est-à-dire que c'est finalement le coût de la vie augmente. Il y a un deuxième tour avec les hausses de salaire. On l'a très peu eu et en donc, Europe. Voilà. C'est aux États-Unis qu'on a vraiment eu cette En 2022, les salaires se sont. Quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat, on a un rattrapage des salaires en 24-25. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faut craindre Non, parce que c'était un rattrapage qui était en lien avec l'inflation qu'on avait eu avant. Donc, on n'a jamais eu cette boucle salaire qu'on a eu aux États-Unis. Je vous rassure, on a une productivité qui reste très faible, un taux de chômage qui reste élevé, donc nous en sommes loin. Ouais, voilà. Et alors, pour aller au-delà de cette histoire des taux, est-ce qu'il y a quand même un risque? Alors, il y a un risque évidemment de baisse de la croissance, mais est-ce qu'il y a un risque de récession carrément? Alors, la banque qui nous héberge, la Banque de France, a fait une note avec des scénarios où, pour elle, dans ces scénarios, y compris les plus mauvais, il n'y a pas de récession. Est-ce que vous y croyez ? Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a déjà, ce qui a calculé la Banque de France, des acquis de croissance qui ne sont pas négatifs. Et c'est toujours assez intéressant parce que j'appelle souvent la France le pays à 1%. Grâce à notre fameux modèle de croissance basé sur la consommation des ménages et notre politique monétaire de chèques que nous adorons et nos cagnottes fictives, ça nous permet d'avoir toujours un petit relais de consommation des ménages. Et donc, quand tout le monde est en récession, on l'a vu avec le Covid, on a toujours autour de 1% de croissance. Par contre, quand ça va mieux, on a toujours 1%, alors que les autres ont 3-4%. Mais c'est vrai que c'est assez résilient. On voit que ce modèle de croissance français, finalement, on se dit, on n'a jamais une forte croissance, mais on n'est jamais en récession. Donc, en effet, je pense que les scénarios de la Banque de France sont assez justes parce qu'on a cet acquis et qu'on a surtout cette fameuse consommation des ménages, avec un taux d'épargne, on l'a redit, qui est quand même très important. Donc, ça veut dire qu'on a de quoi, on va dire, peut-être puiser dans les réserves si vraiment il y a de grandes difficultés. On a toujours cette consommation des ménages qui assure un minimum de croissance. Et donc, c'est un vrai atout, à mon sens, du modèle de croissance français en tant que crise. Je pense que c'est une défaillance parce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas de planification et qu'on n'a pas de politique de long terme, parce que c'est facile, on met Pourtant, on a inventé le plan, Général de Gaulle. À mon grand désarroi, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Je suis issu d'un organisme qui s'appelle le BIP et qui faisait de la planification sur 30 ans, donc ne me dites pas ça. Voilà, justement. Mais c'est vrai qu'avec ce modèle de croissance de consommation, c'est tentant, on met 1 euro, on met un chèque et tout de suite, on a le résultat efficace dans quelques mois et donc on en profite. C'est vrai qu'un modèle de croissance, moi j'appelle un modèle de croissance plus diversifié, basé davantage sur l'investissement, vous avez les retours dans 4-5 ans, 6 ans. Et donc souvent, le personnel politique peut ne pas en avoir profité alors qu'il a mis en place ces mesures. C'est souvent ce qu'on voit. Et donc il y a une incitation au long terme qui est un peu plus faible. Voilà. Alors qu'en effet, notre modèle sur la consommation, finalement, est assez efficace à court terme. Oui, enfin, il faut quand même reconnaître qu'on a quelques avantages. Alors, Patrice, est-ce qu'on a commencé à parler de la transition climatique, justement, donc je voudrais qu'on y revienne là. Est-ce que ça peut être ce que les Anglais appellent un game changer, c'est-à-dire finalement, est-ce que ça va donner une impulsion, est-ce que ça pourrait donner une impulsion, une nouvelle impulsion, parce qu'on était pour la transition énergétique, la décarbonation, etc., parce que finalement on était plutôt sur une tendance assez négative dans la foulée de Trump qui a coupé tous les budgets et est sorti de toute ambition de transition. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci ça peut débloquer un peu certains esprits et pousser à accélérer un peu le calendrier ? Oui,
notamment et essentiellement finalement du fait de la trouille. Il y a ce qui est en train de se passer et qui intervient après le choc de 2022 dans lequel on s'est quand même coupé, on a coupé les liens énergétiques avec le premier fournisseur pour l'Europe de charbon, de pétrole, de diesel, de gaz. Il reste encore un peu de gaz, mais ça devrait durer uniquement jusqu'à la fin de l'année. On est en train de prendre conscience... La Russie, donc. Ouais. La Russie, oui, pardon. On est en train de prendre conscience que, voilà, si on se confronte à la carte du monde, il y a la Russie d'un côté, avec laquelle, voilà, il y a toujours une guerre et sans doute avec des effets durables. Il y a les États-Unis de Trump avec une dépendance qui est montée et qui, sincèrement, n'est pas la meilleure garantie du monde. Et puis, il y a par ailleurs le Moyen-Orient qui nous réunit ce soir et qui, au début de la conversation, était encore en feu et le sera sans doute à la fin de la conversation. Et l'ensemble de ces zones, si vous regardez la carte du monde, donc c'est 2/3 du pétrole, du gaz mondial. Voilà, ce sont des chiffres qui sont bien connus. Donc si nous, Européens, dans ce contexte, on considère qu'on peut rester dépendant en important du pétrole à hauteur de 95%, en important du gaz à hauteur de 90%, c'est qu'on est fou. Et donc, il me semble que devrait assez logiquement s'imposer une conclusion de tout cela, qui est qu'il n'est pas nécessaire d'être un fanat de l'action climatique, de penser qu'il est important de se déterminer pour l'environnement, indépendamment de ce que font les Américains, etc. Indépendamment de tout ça, la sécurité collective des Européens doivent nous conduire à considérer qu'un bon baril, c'est un baril qu'on n'importe pas, un bon mètre cube de gaz, c'est un mètre cube de gaz dont on sera parvenu à se passer. Alors ça, c'est le scénario idéal. Le scénario, enfin, c'est pas très glorieux, hein, parce que ça veut dire que finalement, on serait conduit à agir du fait de la trouille et non pas du fait de la grande menace toujours, pour l'ensemble. Oui. Au pied du mur, quoi. Voilà, l'ensemble de l'humanité et l'ensemble des espèces vivantes qu'est le changement climatique. Moi, mon boulot au quotidien, c'est d'être un économiste du changement climatique. J'aimerais que nous nous mobilisions pour d'autres motifs, mais bon, voilà, soyons pragmatiques. Et donc, le pragmatisme, en tout cas pour nous en Europe, va nous conduire évidemment à aller plus rapidement dans cette direction. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs en réaction au choc de 2022. Dans beaucoup de domaines, ça a été également un facteur d'accélération. Et puis, on a plus d'éléments qui sont disponibles aujourd'hui pour avoir des combos qui soient plus efficaces. Du photovoltaïque et du stockage, c'est moins coûteux aujourd'hui que ça l'était pour les entreprises, pour certains ménages également, que ça l'était en 2022. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se révéler, c'est que l'ensemble des technologies décarbonées qui peuvent être mobilisées, qui sont suffisamment matures, ont une valeur d'assurance collective. D'ailleurs, c'est intéressant d'observer, avec Anne-Sophie, on fait beaucoup de presse et il y a beaucoup de pression de la presse, mais ce qui est intéressant lorsqu'on regarde bien la nature des commentaires et la nature des questions qui nous sont posées, il y a 3-4 ans, grosso modo, on nous faisait intervenir à l'issue d'un reportage dans lequel on voyait des gens qui étaient à la pompe et qui pestaient et qui disaient baissons les taxes, etc., etc. Aujourd'hui, il y a à peu près à parité ce genre de choses, mais également des interviews de ménages qui ont pu s'équiper ou d'entreprises qui sont passées pour une partie de leur flotte à l'électrique et qui font la démonstration que voilà, ils s'en portent pas plus mal, évidemment, bien au contraire. Alors, ça ne résout pas l'intégralité des problèmes. Et les gens dont on parlait au début, les infirmières, par exemple, qui sont en train de se mobiliser, évidemment, c'est un vrai sujet. Et autant il faut utiliser avec parcimonie l'argent public et aucune mesure transversale, autant évidemment, on ne peut pas rester dans ce qui a été fait par le gouvernement cette semaine, de mettre 70 millions d'euros sur la table pour quelques professions. Il y a quand même un gap entre les 8 milliards dont on a suffisamment parlé et les 70 millions. C'est très ciblé, quoi. Donc, c'est vraiment très ciblé. On doit continuer à faire société et donc il va falloir faire un effort qui aura du sens à permettre aux professions de santé de continuer à aller se déplacer dans des déserts médicaux. C'est quand même pas rien, évidemment. Alors, on a compris que l'enjeu, finalement, pour donner de la souveraineté énergétique en France et en Europe, c'est plus d'électrification, ce que M. Lecornu a rappelé. Alors,
plus d'électrification. On a parlé des voitures électriques. Effectivement, les transports, c'est tout à fait considérable. C'est le premier usage, en tout cas en France, des carburants, des combustibles fossiles. Mais il y a aussi quand même les industriels. Est-ce qu'ils vont franchir le pas? Alors, Anne-Sophie, vous êtes en relation avec des industriels pour lesquels vous travaillez. Est-ce que cette prise de conscience et cet événement-là, sur le pétrole, est susceptible de changer les mentalités? Oui, complètement. Et d'ailleurs, je vois la majorité des secteurs avec lesquels on travaille sont dans cette transition. Donc ça, si vous voulez, on l'a vu même dans le secteur automobile, il y a l'idée qu'on va y passer. Après, la question, c'est quand, comment, et comment on le finance, et comment on le fait progressivement. C'est beaucoup plus ça. Et comment on doit rester compétitif, ça c'est le gros sujet, par rapport notamment à la concurrence internationale. Donc c'est beaucoup plus ça, en fait, la difficulté beaucoup d'industriels, d'avoir aussi un plan à moyen long terme. J'insiste encore là-dessus. Autant tu es un économiste de la transition, autant je suis économiste du plan. Et voilà, quand vous avez 15 fois votre prix de Vrenov qui change en 2 ans, vous ne pouvez pas de plan pour équiper les logements. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, en effet, ce que disent les industriels, les différents secteurs, c'est vraiment avoir de la visibilité, ne pas changer. Quand on a un plan et qu'on a un objectif d'électrification ou autre, on reste dessus, quelles que soient les alternances, quelles que soient les majorités politiques. On n'y touche pas, ça c'est vraiment très important parce que ça permet de se projeter et d'avoir une rentabilité sur son investissement. Et puis l'autre élément aussi, c'est toujours d'avoir en relation, c'est ce que je disais un peu, ce qui s'est passé sur la voiture électrique, le lien entre la transition et puis l'offre industrielle européenne. Ça, c'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental. On a la chance, en France, on a des très bons producteurs de pompes à chaleur, mais là aussi, il y a la question de la compétitivité. On se souvient ce qui s'est passé avec les panneaux solaires. On voulait s'équiper massivement en panneaux solaires. C'est un marché qui n'a pas du tout été protégé. Et à 90%, aujourd'hui, ce sont des panneaux solaires d'origine chinoise. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut de la planification et qu'il faut un lien entre les objectifs climatiques et la politique industrielle européenne. On ne peut pas juste dire, voilà, on va faire la transition et puis c'est pas grave si ça profite uniquement à des entreprises extra-européennes et que les entreprises extra-européennes n'ont rien. Ça, je pense que c'est absolument impossible. C'est bien sûr ce que ne font pas du tout la Chine ni les États-Unis, vous avez compris, mais pas seulement, c'est le cas en Russie, en Afrique du Sud, en Inde. Tous ces pays pratiquent cette préférence-là. Donc nous aussi, il faut aujourd'hui la pratiquer. Alors la bonne nouvelle, ça veut dire du protectionnisme en fait. Alors, il faut être clair. Il faut être clair, c'est du protectionnisme. On sait que c'est un gros mot, mais je pense que ça n'en est plus. Moi, je travaille sur ces questions-là depuis 15 ans et on voit la montée du protectionnisme absolument partout, dans tous les pays que je vous ai cités, pas que la Chine. Tous les pays pratiquent du protectionnisme. On a mis en place du protectionnisme, il faut se rappeler, sur l'acier et l'aluminium. Quand la Chine est rentrée à l'Organisation mondiale du commerce, on a fait des quotas, on a mis des droits de douane, donc on l'a déjà fait et on sait le faire. La question, c'est en effet, qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos concurrents qui le pratiquent à outrance? Donc là, ce n'est pas qu'on est pour ou contre, c'est juste factuel. Alors, il y a quand même des avancées, puisqu'en effet, l'Union européenne a mis en avant une directive qui met devant la préférence européenne et des aides publiques. C'est-à-dire que quand l'Europe va vous donner une aide publique, eh bien, ça sera en préférence, en priorité pour une entreprise européenne. Voilà, ça c'est quelque chose de révolutionnaire. Alors ça c'est bien pour l'industrie, c'est pas forcément bien pour la transition, parce que si par exemple il faut qu'on fabrique nos propres panneaux et que les panneaux chinois sont interdits, on recule de 10 ans pas du tout. L'implantation du solaire pas du tout. Vous savez Europe. Alors là pas du tout, justement on a bien les chiffres. Vous savez que quand on a commencé les panneaux solaires, on était leader de cette production en Allemagne et en France. Mais c'était il y a 20 ans. Oui, non mais le problème c'est qu'on décide d'aller, on l'a vu sur le panneau solaire, on ne protège pas du tout notre marché. Vous pensez qu'on pourrait faire la même chose en Chine? Vous pensez que la Chine en est arrivée là en mettant en place la politique qu'a mis en place l'Europe? Vous avez déjà essayé en Chine il y a 10 ans de mettre en place ce type de politique, de se dire je vais me développer et je vais faire du pro-européen et le vendre massivement en Chine? Vous pensez que c'est possible? Non. Donc, il faut absolument le faire en Europe. C'est ce qu'a fait ce texte-là pour qu'en effet la transition profite aux entreprises européennes et permette la relocalisation de la production en Europe. Et plus vous avez de la localisation de la production, qu'est-ce que vous avez quand vous êtes industrialisé? Vous avez ce qu'on appelle des gains de productivité. Et des gains de productivité, ça produit de la croissance. Donc au lieu d'être condamné à nos 1%, vous pouvez avoir du 2,3. Du 2,3, c'est beaucoup plus facile de financer votre protection sociale. Donc ça, il faut vraiment, à mon sens, et j'insiste,
tuer cette idée qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire, on l'a déjà fait dans le passé. Toutes les 30 glorieuses, on a protégé et on avait une économie florissante sur le haut de gamme, hein, dans l'industrie, dans la chimie, dans la mécanique, dans la pharmacie. C'est comme ça qu'on est devenu une vraie puissance industrielle en Europe. Donc c'est tout à fait possible. Par contre, il faut en effet avoir la volonté politique de le faire. Et là, on voit que c'est plus compliqué. Tu as des projets pour 2027 parce que je te trouve très convaincante. Oui. Alors justement, ça va être le moment de passer à quelques questions dans la salle, s'il y en a, j'espère, parce que sur un sujet aussi... Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, la première. Merci. Oui, j'ai une question concernant effectivement la protection contre la domination chinoise dans ce qui concerne les véhicules électriques. Il y a quelques années, on avait accueilli en grande pompe des méga-usines de batteries chinoises en France. Et on leur déroulait le tapis rouge. Et comment protéger la France? Parce que ce sont des Chinois qui ont investi en France, qui emploient des Français. Et si on prend des mesures de rétorsion contre d'autres secteurs chinois qui, eux, sont exportateurs vers l'Europe, est-ce que les Chinois ne vont pas dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, nous, on va fermer l'usine de batterie et c'est vous qui allez en pâtir? Alors voilà, une bonne question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'usines de batteries chinoises en France. Il y en a en Pologne. Il y a quelques années, il y avait une. Oui, il y avait. Il y avait eu des rumeurs. Oui, il y a un Taïwanais qui se proposait d'en faire à Dunkerque, mais je ne sais pas ce que ça a donné. Ouais. Alors ça, c'est vraiment la grande question sur le protectionnisme qui nous traverse en Europe. C'est on doit rester faible parce que les autres vont taxer notre cognac ou on va avoir des rétorsions. Bon. Non, mais là, c'était implanter les usines mais sur le territoire. Je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Tout à fait. Sur l'implantation des usines, qu'est-ce qu'on voit? Le grand problème, et il faut regarder ce qui s'est passé ailleurs, hein, la tech en Israël, ce qu'a fait la Chine pendant 20 ans pour devenir aujourd'hui la première puissance industrielle. Le problème aujourd'hui de la Chine, enfin l'avance, c'est qu'elle a des excédents commerciaux qui sont absolument colossaux, 1200 milliards l'année dernière. C'est historique, jamais un pays a autant d'excédents commerciaux. Et c'est des excédents commerciaux. Donc, c'est tout ce qu'on consomme là entre nous, hein, peut-être ce micro, etc. Tout est produit là-bas. Donc, on leur donne du cash net. Et US, Europe, nous, on a notre argent, on va sur les marchés, on nous prête, c'est que de la dette. Hein. Ce n'est pas du cash qu'il y a dans nos caisses. Avec cet argent-là, ils ont une capacité de subvention qui est colossale. Ils peuvent mettre des centaines de milliards comme ça sur un secteur. Il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu l'idée du Haut Commissariat au Plan qui a fait paraître un très bon dossier, justement, donc le plan, sur cette question-là, et donc qui a dit que si on ne fait rien, justement, si on continue comme ça, eh bien, dans un peu moins de 10-15 ans, 50% de l'industrie européenne disparaîtra. En termes d'avantages comparatifs, on est substituable. Donc ça, c'est quand même excessivement concret. Et la Chine n'est pas dans une phase de dire on est à déjà 30% de production, on va s'arrêter. Elle est dans une phase expansionniste de conquête industrielle qui va continuer. C'est encore une fois ce que montre ce rapport-là. Donc face à ça, qu'est-ce qui se passe? L'Europe et la France, on a un atout, c'est la taille de notre marché. Alors, vous me dire, ah oui, bon, c'est toujours cet argument, la taille du marché, on s'en fiche, etc. Bah, non, pas du tout, on s'en fiche pas du tout. Parce que cette Chine dont je parle, au moins pendant les 10 prochaines années, nous on a fait un peu ces calculs chez BDO, elle a besoin d'écouler sa marchandise. Vous avez compris que les US, bon, ça devient compliqué. Vous avez compris que l'Inde, pareil, voilà, ça devient compliqué. Vous avez compris que beaucoup de pays se protègent, parce que c'est ce qu'on dit, on a une montée du protectionnisme. Donc l'Europe, ça reste un de ses marchés phares. Le problème, c'est que de l'autre côté, la Chine a créé un accord de libre-échange qui est rentré en vigueur en 2022, qui s'appelle le RCEP. Et donc, cet accord, c'est le plus grand accord commercial au monde qui prenne tous les pays de la zone asiatique, sauf l'Inde. Avec tous ces pays-là, droit de douane, zéro. Zéro droit de douane. Et quand nous aussi, on s'est amusé chez BDO à faire ce calcul-là, hein, vous calculez l'aspect substituable avec le marché européen, il est quasiment à 100%. Donc, dans 10 ans, elle ira là-bas. Il n'y a absolument aucun problème, elle écoulera ces pays là-bas. Par contre, c'est dans 10 ans. Donc, c'est juste ça la bonne nouvelle. Donc, si on est malin, et là, bon, voilà, c'est ça qui est compliqué, on a vraiment la montre. Et donc, pendant 10 ans, il faut lui dire, bah, voilà, tu as encore besoin de nous pour écouler tes produits. Donc, nous, on est quand même encore une puissance industrielle dans certains secteurs. Donc, si tu veux avoir accès à notre marché,
eh bien voilà, il va falloir jouer tel jeu. Et donc, en effet, peut-être qu'il y aura des quotas. Les quotas, on a souvent mis ça en place en Europe, et ça fonctionne assez bien. Il y aura des subventions ciblées pour, en effet, l'industrie européenne. Là, vous avez vu, subvention européenne. La Chine dit, on s'en fiche. Si vous donnez 30%, on fait 35%. Vous faites 40%, on fera 45%. Bon, voilà, c'est ça le Ils n'ont niveau pas dit on des s'en fiche relations. quand même. Ils sont... Bon, vous êtes, bon voilà, je pense que vous êtes trop optimiste. Bon, en tout cas, voilà, Oui, oui. ça les a pas traumatisés, je crois. Ils sont pas dit, oulala, il y a une Ben, véritable menace. ouais, mais BYD gagne plus beaucoup d'argent là maintenant. Pardon, bon. Voilà. Mais, Enfin, qui finance derrière BYD? Voilà, ouais. Ils ont derrière des. mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même accepter qu'ils mettent des usines en Europe? Finalement, c'est ce qu'on a fait avec les Japonais. On a Donc mis ça, des quotas, puis ils sont venus mettre des usines. On fait des quotas, on fera en effet des subventions, ça a été dit, pour créer un marché européen, parce qu'en effet, sur l'électrique, ils ont un avantage comparatif, donc il faut qu'on le regagne. Bon, voilà. Donc c'est pour ça. Et vous pouvez protéger votre marché, c'est ce qu'a fait Israël avec la tech, pendant une durée limitée. Vous pouvez dire c'est pendant 10 ans qu'on a telle ou telle aide, et ensuite vous pouvez libéraliser. Ça c'est très bien fait. Et par contre, vous l'avez très bien dit, c'est ce qu'on montre aussi très bien ce rapport du Haut Commissariat au Plan, c'est la dentelle de la Chine, c'est-à-dire qu'ils investissent parfaitement dans les secteurs où justement il y a une perte de la compétitivité européenne pour qu'on soit dépendant de ces investissements. Donc c'est vraiment très très bien planifié et organisé. Et donc à mon sens, au niveau européen, si on dit très bien, on vous donne accès à notre marché sous conditions, comme la Chine fait avec nous et avec les États-Unis, juste en termes de réciprocité, eh bien, vous pouvez installer des usines, mais à telle ou telle condition, et vous n'avez pas le droit de vendre vos produits à temps de sous-compétitivité par rapport au prix, on va dire, fixe de marché européen. Ça, la Commission sait chiffrer l'écart de compétitivité, c'est à peu près 30% en termes de subventions. Oui, c'est ce qu'ils ont mis c'est le niveau des taxes qu'ils ont posé. Exactement. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire, et donc vous continuez d'avoir de l'investissement, mais ça permet à nos industriels européens de jouer à armes égales. Une autre question. Monsieur. Bonjour. Du coup, il y avait quelque chose qui m'avait choqué environ il y a 2 semaines, c'était la levée des sanctions financières vis-à-vis de la Russie que les USA avaient du coup levées. Et j'aurais voulu savoir votre avis dans ce contexte, si c'est pas un peu l'ironie du sort de retourner chez son ennemi, entre guillemets, pour revendre ce pétrole sur son territoire. Patrice. Oui, ça vient illustrer le phénomène qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, à savoir qu'on est sur des marchés mondiaux et la faiblesse ou la très grande sensibilité du prix à la pompe aux États-Unis. Et donc notre ami Donald, il a un besoin frénétique qu'il y ait le plus de pétrole qui continue à circuler par ailleurs. Et donc il y a le phénomène que vous avez évoqué, de réduire un peu les tensions avec la Russie, de faire en sorte de lever également les contraintes sur l'achat du pétrole russe, notamment par les Indiens. Les Indiens avaient été menacés de taxes de 8000%, enfin j'exagère un peu, s'ils continuaient à acheter du pétrole russe et à le raffiner. Et comme Trump est particulièrement versatile, il a totalement modifié la donne. Il y a un autre élément qui va totalement dans le même sens de ce que vous évoquez. Il y a à l'heure actuelle, il y a un pays dans la zone qui est en feu, dont la production a augmenté et dont les exportations ont augmenté. Ce pays s'appelle l'Iran. Et avec l'accord des États-Unis, parce que, alors bon, c'est pas sur des volumes qui sont extraordinaires. Avant le début du conflit, quotidiennement, on a tous la carte à l'esprit à partir de l'île de Karg. Eh bien, il y avait 1,2 million de barils par jour qui étaient exportés. Aujourd'hui, on est à 1,5 million de barils. Donc ça montre plusieurs choses. Premièrement, la difficulté des Américains à se projeter quand même dans un certain nombre des conséquences qui sont en train de se produire et des effets de bord dans différents domaines. Ça montre le peu d'intérêt, très probablement, mais ça on le savait déjà, que Donald Trump accorde à ce qui se passe sur le front ukrainien. Parce que l'Ukraine, évidemment, va se trouver être la première victime de tout ça. Alors d'une part parce que les Américains vont apporter moins d'aide encore en mobilisant une partie de l'armement qui était encore de manière très limitée d'ailleurs, acheminé sur le front ukrainien. Donc il y en aura moins. Vladimir est en train de se refaire une santé à un moment où
en termes macroéconomiques, en termes budgétaires, etc., en termes d'inflation, hein, là on parle d'une inflation, on se demande si on va être à 2, 3, 4 ou 5%, mais ce n'est pas les ordres de grandeur à l'heure actuelle en Russie. Eh bien tout ça est en train de se déliter du fait de l'impréparation américaine ou du je m'en foutisme, c'est l'un ou l'autre. Évidemment, c'est très problématique. Parce que ce soit pour la Russie ou pour l'Iran, eh bien, il y a à la fois une augmentation du volume, je l'ai déjà évoqué, mais il y a également une augmentation du prix très considérablement. Et avant le début du conflit, le prix du baril était quelque part aux alentours de, disons, 70. Vladimir vendait son baril à 60. Il y avait une décote. Aujourd'hui, il vend son baril à 105 peut-être. La décote s'est réduite considérablement et le prix a augmenté. Et donc, tout ça est une contribution à l'effort de guerre. Alors bon, la dernière des ironies, c'est qu'on a vu que Zelensky est venu faire la tournée des pays qui se confrontent à l'Iran pour proposer ses services dans la lutte anti-drone, dans lesquels ils ont acquis, évidemment, sur le terrain et dans les conditions que l'on sait, une expertise sans égale, qui nous intéresse aussi, hein, de fait, parce que on est passé d'une guerre extraordinairement sophistiquée et pour laquelle les pays les plus avancés étaient très préparés. C'est-à-dire, grosso modo, on se balance des trucs qui coûtent 3 ou 4 millions de dollars ou d'euros, mais là, il y a face à ça des petits machins qui se produisent, voilà, coûtent dizaines de milliers, qui coûtent 3 fois rien. Voilà. Et donc cette asymétrie, c'est un problème militaire, un problème économique, et une des menaces d'ailleurs, et ça pourrait avoir des conséquences dans d'autres théâtres de guerre, c'est que les stocks américains sont en train de se réduire. Ça veut dire que si au travers de ce qui se passe à l'heure actuelle, par hypothèse, hein, la Chine avait envie de se dire on va aller regarder ce qui se passe à Taïwan, du côté des Taïwanais, je serais tout particulièrement inquiet. Ils le sont, je crois. Oui, oui, parce que je doute que les Américains aient la volonté, probablement pas, on ne sait pas, les moyens sans doute pas d'intervenir à ce moment-là. En tout cas, la prudence et la discrétion chinoise en ce moment font qu'effectivement, ils se posent un petit peu en arbitre de la situation. Oui, et puis leur intérêt, c'est que ça dure, parce que leur intérêt, c'est l'affaiblissement de l'administration américaine actuelle. Et donc, plus c'est le bazar dans l'économie pétrolière, plus il y aura des tensions aux États-Unis, plus la probabilité que Trump vienne buter sur les midterms est élevée. Et ça, du côté chinois, c'est pas une perspective qui leur ferait de la peine. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clore ce débat? Non? Ah si, monsieur, voilà. Oui, bonsoir. Ma question aurait été de savoir comment est-ce qu'on arrive à concilier la décarbonation et la compétitivité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit qu'on doit décarboner via l'électrification, mais celle-ci a un coût. Et dans le cadre de crise où le signal prix se déclenche via une augmentation du prix des fossiles, on peut éventuellement voir qu'effectivement le nombre de voitures électriques explose à la vente, mais la crise finira par se terminer un jour et les fossiles vont peut-être revenir vers des niveaux plus abordables. Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans un problème où on n'aura pas à nouveau ce signal prix, que ce soit pour les ménages ou l'industrie, pour se décarboner. Et donc comment on fait quand on a dit on n'a plus d'argent dans les caisses pour inciter à la consommation de produits décarbonés, comment est-ce qu'on fait pour déclencher pour de bon un mouvement dans ce sens? Alors je vais passer le micro dans 30 secondes à Anne-Sophie parce que vous avez vu qu'elle a son programme présidentiel, hein, donc, oui, donc il y aura une partie de la réponse. Quand même, un ou deux mots. Donc premièrement, on a bien compris que cette affaire, assez régulièrement, ça nous rend fous. Voilà. Si vous regardez le prix du baril depuis le début de ce siècle, au 1er janvier 2000, il était à 10 $. Il est monté, notamment sous la pression de la Chine, à 148 en 2008. Il s'est effondré sous l'effet de la crise des subprimes. Il est remonté en taux ondulé jusqu'à 100. En 2014, les Saoudiens disent « il y en a marre de maintenir les prix élevés parce que ça permet aux Américains de développer leur propre production. On va faire en sorte que les prix s'effondrent. » Les prix se sont effondrés, ils sont descendus à 40 et ils sont remontés
ça a donné la crise des Gilets jaunes. Il y a eu la crise du Covid, c'est descendu à -20 à différents endroits, c'est assez invraisemblable. Et puis, c'est remonté, et nos problèmes avec Vladimir ont fait que c'est remonté jusqu'à 130. Voilà, on est totalement perdu. Et donc, il me semble qu'il y a une question qui se pose à nous, à partir du moment où on est dépendant à 99% de cette matière première, en tout cas pour nos importations, est-ce qu'on peut se permettre de rester à ce niveau d'exposition? Je ne sais pas. Imaginez que votre opérateur téléphonique, je ne sais pas duquel il s'agit, du jour au lendemain modifie, multiplie par 10 ou divise par 10 le prix de vos abonnements. Est-ce que vous n'en changeriez pas? Voilà. Et la question, me semble-t-il, elle est à peu près de cet ordre. Alors, oui, il n'y a plus d'argent public. En revanche, il y a beaucoup d'épargne. Nous sommes un pays qui a beaucoup d'épargne. Il y a notamment une partie des aides qu'on a évoquées, qui ont été mobilisées pendant le Covid, qui ont été mobilisées en 2022, qui sont transformées en épargne. Et donc, il faut de la créativité dans ces domaines, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas uniquement les early adopters, c'est-à-dire les ménages les plus aisés qui ont un intérêt pour la technique et qui se mettent à l'abri en achetant des véhicules électriques et des pompes à chaleur et qui, à partir de là, soient tranquilles. Il faut des mécanismes de soutien. Alors, le leasing social sur les véhicules électriques, ça marche bien, ce genre de choses. La rénovation thermique, ça marche bien. Alors, modulo, évidemment, ce que tu nous as dit sur les 3252 modifications de ma prime rénov en l'espace de 18 mois. Bon, alors, le plan d'Anne-Sophie Elsif, et ce sera aussi notre conclusion. Voilà, le retour de la planification. Le retour de la planification à la soviétique. Ma réponse, vous l'avez bien compris. Je suis tout à fait d'accord avec Patrice, c'est l'effet prix. Quand on est passé au début du siècle de la première voiture, je pense que vous avez tout ça à l'esprit, la voiture Ford qui marchait à l'éthanol, et qu'on est passé à l'essence, on a dit au début, non, on ne va pas à l'essence, on ne sait pas d'où ça vient, etc. On va garder l'éthanol. Effet prix, l'essence 3 fois moins chère, la voiture à éthanol a disparu. Donc l'effet prix, à mon sens, puisqu'en effet, je pense qu'on ne fera pas la transition comme ça, il faut vraiment avoir une incitation de prix, c'est vraiment la clé. Et la clé pour ça, c'est en effet de lier, et donc j'y reviens, la planification écologique à la réindustrialisation. C'est vraiment ça qui vous permettra d'avoir ce signal prix. On l'a dit, on a la chance en France d'avoir une énergie décarbonée, donc ça c'est un avantage comparatif colossal qu'il faut absolument garder, préserver, conserver l'investissement, surtout pas y toucher. Donc ça, vraiment rester sur le long terme là-dessus et mêler nos objectifs de transition à notre offre industrielle. Ça, c'est vraiment absolument indispensable. Et donc, ça voudrait dire avoir un peu une politique industrielle européenne. C'est ça qui nous manque, en effet, aujourd'hui cruellement. Et avec cette vision de planification, alors en effet, faire du protectionnisme ciblé, alors moi, je suis plus pour les quotas, faire du non-tarifaire par les normes, normes environnementales, c'est très bien pour protéger votre marché, et avoir une vision sur le long terme de l'investissement pour progressivement passer, on l'a dit, à l'électrification, à la pompe à chaleur, et c'est tout à fait possible de le faire si vous avez un plan sur 20 ans. C'est exactement ce qu'a fait la Chine pour l'électrification. Et ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils avaient un problème de pollution énorme. Vous alliez à Pékin il y a 20 ans, c'était irrespirable. Aujourd'hui, vous allez à Shanghai ou Pékin, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez des plaques vertes pour les voitures électriques, foncées pour les autres. Donc voilà, et chaque année, ils pointent combien de voitures passent à l'électrique, combien de ménages passent à l'électrique. Enfin, c'est vraiment un plan sur le moyen long terme. Donc on peut tout à fait le faire, mais il faut avoir la volonté de se réindustrialiser. Et là, on a cette politique de l'offre depuis quelques années, mais la réindustrialisation, ça prend 20 ans. Ça prend quelques années à être détruit, ça prend 20 ans à être fait. Et il faut avoir une vision long terme dans quel secteur on va investir et dans quel secteur on veut devenir compétitif. Et ça aussi, en France, souvent, ce que j'appelle un peu la politique du saupoudrage. Donc, on saupoudre un peu tous les secteurs pour les garder, mais on n'a pas une vraie vision. En disant, voilà, comme aux États-Unis, lié à la tech, on est leader. La Chine, voilà, prend quelques secteurs, notamment les voitures électriques, on est leader. Nous, on a beaucoup moins ça parce qu'on n'a pas cette politique industrielle européenne. Donc, vraiment, planification et politique industrielle, c'est tout à fait possible qu'on se décarbonise grâce à ça. Bon, ben voilà, ça c'était un message optimiste. J'en ai un autre parce que j'ai reçu hier un communiqué de la centrale, vous savez, le site de vente de voitures d'occasion, et ils racontent qu'avec leurs données à eux, le prix de revente d'occasion des véhicules hybrides et électriques s'est effondré, moins 3 000 €, je crois, sur les hybrides.
et que donc, en fait, il y a une prise de conscience, comme disait Anne-Sophie, que les choses sont en train de changer. Moi, je dirais juste que c'est 3 fois moins cher l'électrique que l'essence, donc c'est une prise de conscience très incitative. Et puis l'offre finit par arriver. Merci à tous d'être venus et merci surtout à nos 2 intervenants.